Nicolas Stocker, bonjour. Monsieur Robin, bonjour. Thomas Benichek, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement le président du RPF, le Rassemblement pour la France, et le conseiller aux questions économiques et énergétiques, surtout, du président. Ouais. Et nous nous étions donné rendez-vous juste après la présentation de Marine Le Pen du programme du Front National pour les élections de 2012. Alors, vous avez étudié ce programme. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Écoutez, Jean Robin, on ne va pas tourner autour du pot. Suite à une conférence auquel vous m'aviez convié au Centre Saint-Paul sur la recomposition politique, m'interrogeant sur Marine Le Pen, vous m'aviez d'ailleurs donné votre point de vue, je vous avais répondu à l'époque, attendons, évitons encore une fois d'avoir des a priori, de faire preuve d'ostracisme ou de sectarisme. Il y a un programme politique, économique qui est annoncé. De grâce, attendons que ce programme puisse se développer, que Marine Le Pen ait l'occasion de pouvoir s'exprimer sur l'ensemble des sujets et apporte aux Français les réponses aux différentes questions qu'ils peuvent se poser aujourd'hui. Alors, c'est pas encore posé sur le financement, mais... On n'a pas encore chiffré son programme. Ah. Précisément. Mais néanmoins, l'ensemble des thèmes qu'elle souhaite aborder durant cette campagne, qui va être longue, ont été exposés. Et j'aimerais, une fois n'est pas coutume, faire une sorte de plaidoyer pro domo sur cette question. Au printemps dernier, nous avons été nombreux à nous interroger. Nous avions en Marine Le Pen un futur candidat à l'élection présidentielle qui semblait ouvrir les débats de manière tout à fait différente de la manière dont avait jusqu'à présent agi son père en politique, Jean-Marie Le Pen, sur différents sujets. En particulier sur son ancrage résolument à droite et sur ses multiples références au gaullisme politique. Au 1er mai, il n'y a eu que des références au gaullisme. C'était De Gaulle par-ci, l'esprit gaullien par-là, De Gaulle toujours. Bon. Quand on est gaulliste, ça ne peut que nous interroger. Sur son ancrage à droite, à écouter et à lire la presse, Marine Le Pen est même taxée d'extrême droite. Voilà quelqu'un qui est résolument ancré sur une droite décomplexée. Voilà qui nous changeait de ce que nous avons connu depuis 5 ans. Alors, lorsque, au début du mois de mai, sur un bureau national du Front National, il a été décidé que le tiers des circonscriptions législatives, pas l'élection présidentielle, mais les élections législatives qui suivent, il n'y aurait pas de candidat Front National dans ces circonscriptions. Nous avons été d'autant plus étonnés que pour une fois, le Front National ne semblait pas vouloir jouer la politique du pire. C'est-à-dire des triangulaires généralisés, dont le seul but, le seul résultat en tout cas, tout du moins, est de faire gagner la gauche. Donc le Rassemblement pour la France, qui est une structure résolument de droite, n'a pu qu'accueillir favorablement cette esquisse de quelque chose qui était tout à fait nouveau. Qui était que voilà, dans le tiers des circonscriptions, il n'y aurait pas de candidat du Front National. Donc pas de triangulaire possible. Ce qui voulait dire que si on partait sur ce registre-là, on pourrait trouver des accords aussi entre les différentes droites, je dis bien toutes les droites, aux élections législatives. Donc en tant que président du RPF, à l'époque, j'ai dit chiche. Allons-y. Négocions. Mais non pas une négociation pour être la caution gaulliste du Front National. Mais au-delà, avoir un programme commun, avoir des alliances communes, avec toutes les droites, du centre à la droite la plus décomplexée et la plus radicale. Ce qui aurait évité ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire 3 droites, un centre-droit, une droite de gouvernement et une ultra-droite incapables de s'entendre. Ou, je dirais, la position pivot, qui est la position de la droite traditionnelle, est un écartèlement systématique
entre un centre droit qui refuse toute alliance avec la droite extrême et l'extrême droite qui se réfugie dans une position que nombre d'observateurs jugent populiste. Voilà. Voilà comment on peut poser le décor, je dirais, et ce que ce printemps de la France que nous promettait Marine Le Pen était en effet extrêmement prometteur. Alors je vais vous faire grâce de la manière, je dirais, dont non pas la candidate Marine Le Pen, mais le parti qui la soutient, c'est-à-dire le Front National, a géré et a traité ces négociations. Je vous en ferai grâce, ce n'est pas le moment d'en parler, de toute façon on rentre maintenant dans une élection présidentielle, donc sur des personnes, on aura bien le moment venu à parler des appareils. Mais pour ce qui concerne le discours qui a été tenu par Marine Le Pen samedi, dans la salle Equinox, discours du Mille, des Mille, je ne sais pas exactement le nom de la salle, force est de constater, alors qu'a priori, voilà, nombreux sont ceux qui rejettent a priori, qui ont toujours rejeté a priori le Front National. Ils le rejettent, soit parce qu'ils ne représentent rien, qu'ils en ont conscience, et que donc, a priori, il ne faut surtout pas s'entendre avec quelqu'un qui est plus important et plus fort que soi. Soit ils le rejettent pour des raisons liées à leur propre subjectivité, à leur propre ancrage politique. On le voit par exemple au centre droit, où les uns refusent pour ils ont le principe. Ils ne sont pas responsables, je dirais, de l'ensemble de leur camp. Quand on est un homme politique responsable, normalement, on dépasse sa propre subjectivité, on dépasse ce que l'on est et au parti auquel on appartient pour essayer de rassembler l'ensemble des droites. On va dire simplement la droite nationale, la droite libérale, la droite morale. Que l'on soit plutôt de centre droit ou d'une droite plus radicale. Qu'importe, c'est cet esprit de responsabilité que je pense l'ensemble des Français et le peuple de droite attend de ses représentants. Mais alors, Thomas Vanissek, qui est en effet un spécialiste sur les questions énergétiques, va peut-être pouvoir me répondre. Avons-nous assisté samedi à une forme de cataclysme écologique? Y a-t-il une inversion des pôles? Mais en tout cas, moi je n'ai trouvé samedi, et nous allons pouvoir en reparler, Marine Le Pen ni gaulliste, ni même de droite. Très bien. Monsieur Vanissek, vous vouliez compléter ce propos? Oui, je voudrais m'en tenir à des aspects uniquement économiques qui ont été non seulement dans sa dernière présentation, mais au cours des derniers mois, relativement clairs. J'aimerais savoir ce que fument les journalistes qui classent Marine Le Pen encore aujourd'hui à droite, puisqu'elle a à peu près autant de communs avec la droite que Josif Vissarionovitch Djougashvili, pour qui même Trotsky était accusé de dérivation droitière. Donc ce positionnement est totalement incompréhensible. Dans un premier temps, on va évoquer ce qu'elle peut dire sur le commerce extérieur. Alors, je ne sais pas qui sont ces conseillers, mais on peut supposer, vu le programme, qu'il s'agit de transfuges de Ceausescu de Roumanie ou de Enver Hoxha de l'Albanie, puisque sa politique en matière de commerce extérieur consiste à réaliser ce que Ceausescu et Hoxha n'ont pas réussi à réaliser, c'est-à-dire un pays en autarcie complète, n'exportant rien et n'important rien, taxant d'une manière radicale toutes les importations et rapatriant à l'intérieur du pays la totalité des productions qui aujourd'hui ne sont pas produites à l'intérieur du pays. C'est pas un peu caricatural, ça? Moi je ne pense pas, puisque la politique qui consiste à dire nous allons faire une taxation sélective et des droits de douane sélectifs veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire la philosophie qui sous-tend ce type de politique consiste à
se dire nous n'avons besoin d'importer rien. Puisque si nous avions besoin d'importer quelque chose, pourquoi faire une taxation sélective? Il est clair que dans cette proposition-là, ce qui est sous-jacent, c'est une croyance que la France peut effectivement produire de l'électronique, des appareils de télévision, du pétrole, du gaz, j'en passe, et des meilleurs. Et cette politique poussée dans sa logique la plus aboutie, c'est bien ce que souhaitait faire Nicolae Ceausescu de la Roumanie. La Roumanie était censée être un pays totalement indépendant, aussi bien politiquement qu'économiquement, et c'est là qu'on va rejoindre le présent. On n'est pas totalement en terrain inconnu. On n'est pas dans une spéculation, on pourrait se dire, tiens, voilà une politique nouvelle que personne n'avait jamais essayée, et qui peut produire peut-être des effets bénéfiques ou des effets délétères, mais on n'est pas vraiment capable de dire le résultat. Ici, en l'occurrence, exactement ce type de politique avait déjà été tenté. Et tenté non pas pendant une année, mais pendant des décennies. Et on a observé les résultats de ce type de politique. Je pense que personne, à part peut-être les conseillers de Marine Le Pen, va chanter les louanges de Ceausescu et de l'Albanie d'Enver Hoxha. C'est une politique qui est désastreuse et de surcroît, elle n'a absolument aucune logique puisqu'elle ne répond pas aux réalités du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 21e siècle. Si on regarde le commerce extérieur de la France, qui en effet est déficitaire, environ 70 milliards. Alors la France importe plus qu'elle n'exporte. Ce que propose Marine Le Pen, pour mettre fin à cette situation, c'est de dire, eh bien, puisque nous ne pouvons pas exporter davantage, ben, nous allons importer moins. Or, quand on regarde la structure, et pour ça, notamment, on va sortir de l'Europe. Quelle est la structure de nos importations? Dans nos importations, la communauté européenne, donc l'Europe des 27, représente environ 58%. Quelle est la structure de nos exportations? L'Europe des 27 représente environ 62%. C'est quand même étrange que nous exportons beaucoup plus à l'intérieur de la communauté européenne que nous n'importons en pourcentage par rapport aux exports ou aux imports. Donc a priori, casser cela, puisque c'est ce qui se produirait si on sortait de l'Europe, ça n'a pas un effet positif, puisque les marchés qui aujourd'hui, 62% de l'exportation française va à destination de l'Europe des 27. On veut les passer à zéro. Et ensuite se contenter des 30% qui restent, qui ne sont donc pas de la communauté européenne. L'effet bénéfique, on ne le voit pas, et ceci d'autant moins que dans le cadre de la politique agricole commune, sans rentrer trop dans les aspects techniques, la France, elle aussi, est bénéficiaire. Quel est le grand perdant de la politique agricole commune? Ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne. Celui qui devrait crier le plus contre l'Europe et vouloir en sortir, ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne. Donc, vis-à-vis de l'Europe des 27, et en ce qui concerne le sujet dont je parle ici, c'est-à-dire le commerce extérieur, l'Europe des 27 a plutôt des aspects positifs pour la France, peut-être négatifs pour l'Allemagne, mais ça c'est le problème des Allemands, mais en tout cas c'est plutôt positif pour la France. On exporte davantage en communauté européenne qu'on importe. Donc en sortir, on ne voit pas le côté positif. Maintenant, si j'ai bien compris, c'était 4% de différence entre... C'est environ 4% de différence. Alors évidemment, comme il y a un déficit commercial, ça ne s'applique pas sur les mêmes montants. Si on l'exprimait en milliards d'euros, les chiffres seraient beaucoup plus proches, puisque compte tenu du déficit, les importations sont plus grandes que les exportations. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire la taxation sélective? Alors, bien entendu, ça c'est aujourd'hui à la mode, c'est haro sur la Chine. Finalement, si on écoutait nos hommes politiques, et plus particulièrement Marine Le Pen, il suffirait que la Chine n'existât pas pour que tous les problèmes disparaissent comme par miracle. Or, encore une fois, regardons les chiffres. C'est vrai que la France a un déficit commercial avec la Chine, et c'est même le
deuxième déficit après celui avec l'Allemagne. Mais en valeur absolue, les importations de la Chine représentent 7% des importations totales. Les importations de la France de l'ensemble de l'Asie, le continent le plus peuplé et le plus vaste, représentent 15% de nos importations. Ce n'est pas surprenant puisqu'on a vu tout à l'heure que les importations en provenance de communautés européennes représentaient à peu de choses près 60%. Il reste plus grand-chose pour le reste du monde. Pour situer l'importance de la Chine, les importations de la Chine sont à peu près équivalentes à nos importations à partir de la Belgique. C'est-à-dire le poids de la Chine dans notre commerce extérieur, c'est équivalent au poids de la Belgique. On ne va pas présenter la Belgique comme le danger qui mettrait à mal toute l'économie française. Sauf que les importations chinoises augmentent, à mon avis, plus que les importations belges. Mais... la dynamique va être la dynamique de la compétitivité. Quand un pays importe quelque chose, quand on regarde ce qu'importe la France, sans surprise, de très loin, le premier poste est le poste énergétique. La France importe du pétrole, la France importe du gaz, et jusqu'à nouvel ordre, comme notamment on a trouvé une excellente idée d'interdire l'exploitation des gaz de schiste, donc c'est pas demain, la veille, qu'on va exploiter le gaz que nous avons, et en attendant, nous l'importons. Donc les importations énergétiques de la France sont des importations structurelles. On ne peut pas les faire disparaître. Ce que la France importe de Chine, c'est essentiellement les produits manufacturés. La Chine elle-même, actuellement, est d'ailleurs concurrencée en termes de compétitivité par d'autres pays du sud-est asiatique, tels que le Vietnam, le Cambodge ou la Thaïlande, qui ont des coûts et des productivités encore meilleures. L'alternative, c'est quoi? Nous allons nous mettre à produire en France demain, par exemple, comme la Roumanie de Ceausescu, des téléviseurs ou des produits textiles que nous sommes capables de produire à 2, 3, 4, 5 fois le coût des pays qui sont aujourd'hui en train de les produire et de les exporter à travers la planète tout entière. Il faut quand même savoir que le dernier producteur de télévision européen, même pas français, européen, Philips, a cessé sa production cette année. L'Europe aujourd'hui ne produit plus de téléviseurs. Donc en termes économiques, vous comparez Marine Le Pen à la fois à une autarciste, si on peut dire, et à une communiste? Je ne sais pas si l'autarcie est isomorphe au communisme, mais en tout état de cause, le communisme implique une sorte d'autarcie puisqu'il s'interdisait, le communisme, celui que nous connaissons historiquement, il s'interdisait toute interaction libre sur un marché libre avec le monde capitaliste. C'est inscrit dans la structure de l'économie communiste de ne pas interagir avec le monde capitaliste. L'autarcie, elle est système d'ailleurs d'une manière plus large, les systèmes autoritaires dans leur ensemble, puisque dans l'histoire du XXe siècle, on en a d'autres et il n'y avait pas que les communistes, ce sont tous, si on écoute bien l'Italie de Mussolini, l'Allemagne, la Russie de Staline, plus tard Ceausescu et Enver Hoxha, leurs discours économiques ont toujours été orientés sur l'autarcie. Pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui ont des sources politiques, donc Nicolas serait mieux placé pour en parler qu'économique, c'est que dans un échange, fût-il économique, il y a dépendance. Je vends quelque chose à quelqu'un, et ce quelqu'un me vend quelque chose. Si ne serait-ce qu'une infime fraction de mon économie dépend de ces échanges-là qui sont à la libre volonté d'un tiers, mon pouvoir est atteint. Et ça, cette atteinte au pouvoir n'est pas acceptable par des hommes politiques dont l'idéal est une économie et une politique totalitaire. Donc une notion d'autarcie, elle est intrinsèquement incluse dans tout raisonnement d'un régime qui se voudrait totalitaire. Il y a un parallélisme, pour répondre à la question, même s'il n'y a pas tout à fait une équivalence. On a du mal à imaginer une économie totalement libre
et en même temps un pouvoir totalement totalitaire. Alors, vous me direz, le contre-exemple, c'est la Chine, puisque là, on a une économie qui est relativement libre, un pouvoir qui, lui, il est clairement totalitaire. Mais quand on regarde l'économie chinoise, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est pas si libre que ça. La Chine, effectivement, est en train de profiter de son avantage compétitif pour exporter des produits qu'elle est capable de faire en qualité, en quantité, en prix, mieux que surtout les Américains, puisqu'il faut quand même voir que le déficit le plus colossal sur la planète avec la Chine, c'est bien le déficit des États-Unis. L'Europe, on est presque anecdotique. Donc, les Chinois ont utilisé l'économie pour prendre le bon de la libéralisation des marchés, c'est-à-dire pour leurs exportations. Ils n'ont pas pris le bon pour leur propre marché intérieur, comme tout expert sait, s'implanter en Chine pour y vendre des produits et des services, ce n'est pas si facile que ça. Donc la Chine n'est pas réellement un contre-exemple qui montrerait qu'un régime totalitaire peut fonctionner avec une économie libre. Donc ce que vous confirmez là, c'est que Marine Le Pen aurait pris le virage antilibéral par rapport à son père et par rapport à l'ancien Front National, et certains commentateurs l'ont comparé à la position que tenait Georges Marchais en 1980, donc le Parti communiste français. Là, donc, ce serait maintenant vrai également au niveau économique. Est-ce que c'est vrai sur les autres thèmes? Et là, je vous passe la parole à Nicolas Stocker pour développer le reste de son programme. Écoutez, j'ai bien écouté ce qu'il vient de se dire. Et j'ai bien écouté aussi son discours de samedi. Je la cite. L'immigration, la thématique principale du Front National, armée de réserve du capital. Voilà comment est définie et taxée l'immigration. On pourrait presque dire du grand capital. Alors c'est même pas Marchais, c'est même pas Duclos. C'est Marx. C'est Thorez. C'est Thorez pour la France. C'est Karl Marx en effet. Donc c'est du marxisme. Bon, après tout, elle n'est peut-être pas responsable de tout ce qu'elle a pu, de tout ce qui a pu être son discours. Hein. On a les conseillers que l'on mérite, les énarques que l'on mérite. Ce qui explique d'ailleurs peut-être la non-présence de son père samedi lors de la présentation de son programme. Mais enfin, ça c'est pour l'anecdote. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que Marine Le Pen a souhaité orienter sa campagne sur des thématiques que nous connaissons bien au RPF, que nous pensions bien connaître, que sont les thématiques souverainistes. Et il y a une raison à ça. En 2005, les Français s'expriment très clairement sur la Constitution européenne, c'est non. 55%. Personne ne relève, ou pratiquement, durant l'élection présidentielle, même pas Philippe de Villiers, qui pourtant aurait pu être le porteur de ce nom. Et Nicolas Sarkozy fait adopter, à la fin de l'année 2007, après son élection, ce traité de Lisbonne, qu'il fait d'ailleurs adopter avec les formes démocratiques. Le Parlement vote. Nicolas Sarkozy va ouvrir à ce moment-là une boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore de la Ve République française. Il va opposer la souveraineté populaire, qui s'exprime par le référendum, et la souveraineté nationale, tout aussi légitime sur le plan démocratique. La souveraineté nationale, c'est le Parlement qui légifère, qui vote le traité de Lisbonne. Donc a priori, déjà, il n'y a pas à dire forfaiture nécessairement, en tout cas. Il y a deux formes de démocratie qui vont s'exprimer différemment. Mais le général de Gaulle avait voulu, dès 1958, il l'avait fait même d'ailleurs inscrire par Michel Debré dans la Constitution, une formule qui pouvait paraître sibylline. La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, l'ensemble de la thématique, en tout cas dans un premier temps, du discours de Marine Le Pen fut autour de la notion du peuple. On n'a jamais autant entendu parler de peuple, je pense, de la part d'un grand responsable politique de premier plan.
Mais il y a Mélenchon aussi qui en parle beaucoup. Alors qui non seulement en parle, mais qui même l'affiche. Affiche la voix du peuple. Voilà. Donc en effet, écoutez, ça après c'est une question, on parlait des stratèges de Marine Le Pen, on peut parler aussi de ses conseillers politiques. Si Marine Le Pen pense qu'elle va gagner l'élection présidentielle en cherchant à doubler par sa gauche Jean-Luc Mélenchon, c'est son problème. À mon avis, en tout cas moi je n'aurais pas utilisé cette stratégie politique pour être, non pas le troisième homme en ce qui la concerne, mais la femme qui aurait pu chambouler un petit peu un discours, un script présidentiel qui me semble, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, couru d'avance. Et je ne suis pas persuadé que Marine Le Pen tiendra un premier rôle. Mais enfin, le peuple, mais ce peuple dont elle parle pendant la première demi-heure de son discours, je suis vraiment astreint à écouter pour être le plus impartial possible, encore une fois, et ne pas, comme le font trop souvent des amis politiques, la rejeter a priori. Parce qu'on ne doit pas rejeter, on doit écouter. On doit être responsable, et quand on considère qu'on a affaire à quelqu'un qui est, comme nous, du même camp politique, qui cite le général de Gaulle, je le répète, qui se dit de droite, il faut l'écouter. Le peuple est introuvable. À aucun moment, il n'est donné une définition positive du peuple, si ce n'est, dans sa bouche, le fait qu'elle représenterait le peuple. C'est ce qu'on appelle la fonction tribunicienne. Marine Le Pen est probablement moins que son père, encore une fois, qu'elle souffre la comparaison. Mais c'est un bon tribun, c'est quelqu'un qui s'exprime bien en public. Mais enfin, ça ne suffit pas à définir ce qu'est le peuple. Parce que le peuple, il faut qu'il s'exprime, il peut s'exprimer directement, c'est la démocratie directe, c'est le référendum, elle fait d'ailleurs une référence au référendum d'initiative populaire, ou par la voix de ses représentants, dont il est peu question. Mais finalement, le peuple, chez Marine Le Pen, peut-être parce qu'elle n'en a pas une vision suffisamment charnelle, reste un concept. Et chez elle, le peuple, comme l'État, on ne le croise pas dans la rue. Mais en tout cas, on voit bien comment, à un moment donné, dans son discours, on est parlé du peuple, on est passé du peuple à l'État. L'État comme représentant du peuple. Alors là, des formules aussi, on en a énormément. Moi j'ai envie, je suis tombé des nues. Planification stratégique de la réindustrialisation. Mais au XXIe siècle. Gosplan. C'est une traduction. Il y avait, De Gaulle utilisait le plan quand même. L'urgente nécessité du plan. Oui. Dans les années 60, à une période où il fallait reconstruire le pays. Faut-il aujourd'hui reconstruire le pays? Non. On parle même, elle a même parlé d'un conseil stratégique de la mer. Un conseil stratégique de la mer? Conseil stratégique de la mer. De la mer? De la mer. Ah oui. On ne parle pas de la famille, là, on parle voilà, maintenant, De l'océan. bon, qui d'ailleurs est une idée tout à fait sympathique. Je sais d'ailleurs, je connais le conseiller qui lui a soufflé cette idée, c'est une excellente idée, mais enfin c'est pas la hauteur présidentielle d'une part, et puis d'autre part, cette obsession de parler toujours de l'État, qui vient comme colmater cette incapacité à incarner le peuple, car le peuple, ça s'incarne. C'est quelque chose de charnel. C'est la nation. Et quand on réduit, comme le fait Marine Le Pen, la nation à l'identité, eh bien on tombe sur l'État français, nécessairement. Quand on oppose systématiquement le droit du sol au droit du sang, comme elle le fait, quand on parle de français de souche systématiquement, et alors là on retombe dans les travers de l'ancien discours du Front National. Il n'y a pas ce côté charnel, il n'y a pas cet aspect d'un De Gaulle qui en 1940, je ne sais plus qui disait ça dernièrement, il y avait De Gaulle en 1940 et ses tirailleurs sénégalais. On retombe sur un peuple qui, pour exister, a besoin d'un État. Et on retombe sur l'État-nation, dans toute sa splendeur, avec tous ses travers. Et vous n'êtes pas contre l'État-nation, si? On n'a pas à être opposé à la manière dont, pour partie, la nation française s'est fondée, tout en sachant que s'il y a eu les Francs,
il y a eu aussi, il y a toujours, ce qu'on appelait les tribus gauloises. Alors, quels sont les autres thèmes principaux qu'elle a abordés, selon vous? Ben, écoutez, avant d'aller sur l'ensemble des thèmes, Ouais. je pense que et j'aurais aimé écouter notre spécialiste en la matière. Elle a surtout beaucoup parlé, comme d'un bouche-trou au peuple, qu'elle n'a pas réussi à définir, de l'État. Et l'État, aujourd'hui, il me semble, est le grand accusé. Et peut-être pas totalement à tort. Qui dit État, aujourd'hui, dit dette. Et dette astronomique, montagne de dette. Ça, je pense que sur ce sujet, Thomas Vanissek a toute l'expertise pour continuer dans ce domaine, et sur ce sujet. En effet, je pense que les manuels de l'histoire du XXIe siècle retiendront du début du XXIe l'élément marquant un endettement cataclysmique de l'ensemble des civilisations développées, qu'il s'agisse du Japon, des États-Unis ou de l'Europe. Je pense que ce n'est pas une exagération que de dire que le problème de la dette en général et des politiques qui nous ont conduits à ce niveau d'endettement catastrophique est de très très loin le problème principal, sinon unique, de nos économies pour les décennies à venir. Nous avons mis en France 30 ans pour passer de 100 milliards d'euros d'endettement en 1981 à 1600 milliards d'euros aujourd'hui. Et même 1700. Qui deviendront 1700, qui deviendront 2000, on ne sait plus où ça peut s'arrêter. À partir d'un niveau d'endettement de l'ordre de 10%, qui est quelque chose que toute économie saine ou moins saine peut supporter, les niveaux lesquels aujourd'hui ne se retrouvent plus guère que dans les pays ex-communistes de l'Europe de l'Est, comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie, qui ont 35% d'endettement. L'Occident développé se trouve presque systématiquement à des niveaux de 80%. L'administration d'Obama aux États-Unis a réussi à passer de 70 à 100%, l'endettement des États-Unis, 100% du PIB. Le pompon étant le Japon, qui se retrouve à un montant absolument astronomique de 200% du PIB en endettement. Il est clair pour tout le monde, et là les Grecs par rapport aux Japonais, c'est des petits garçons avec seulement 120 ou 130% d'endettement, que ces 30 ans que nous avons passé à construire ce piège diabolique, il faudra à nouveau, toute chose étant égale par ailleurs, à nouveau 30 ans pour le défaire. C'est-à-dire le problème qui s'est accumulé pendant ces décennies sans que personne ne réagisse ne pourra pas être résolu en espace d'une année ou même d'une législature. Et je pense que nos hommes politiques, ils devront avoir le courage de dire que maintenant la lutte contre la dette, c'est quelque chose qui est une priorité pour des décennies à venir, non pas pour les 5 ans, pour le prochain mandat, puisque dans le prochain mandat, si on réussit à stabiliser ou même égratigner le niveau de la dette, ce serait déjà une victoire. La réduire à un niveau de l'ordre de 40% du PIB, il faudrait 800 milliards d'euros pour la France toute seule, ce qui en 10 ans nécessiterait des économies de 80 milliards d'euros par an, c'est-à-dire l'équivalent du déficit budgétaire français annuel. On voit très bien que, et là on est sur 10 ans, donc on voit que la tâche, elle est une tâche immense. Et qu'est-ce que vous pensez de la solution de Marine Le Pen de revenir Alors sur le mode 73 ? Alors nous allons y venir. Comment on réduit une dette une fois qu'on a compris que la dette est réellement un problème ? Si nous rentrons pas dans les complexités des États et de la comptabilité publique, on peut prendre l'exemple des ménages qui, après tout, fonctionnent sur le même principe économique qu'un pays. Quelqu'un qui est surendetté, tout d'abord, comment il est devenu surendetté ?
Ça, c'est pas compliqué. Il a dépensé plus que ce qu'il gagnait, et la différence, il empruntait. Seulement, comme l'emprunt, il faut le rembourser, à un moment donné, la somme des recettes n'arrive plus à faire le remboursement. Donc, l'origine de l'endettement, c'est bien vivre au-dessus de ses moyens. Il n'y en a pas d'autre. Il y a une partie de l'endettement, mais qui dans le cas de la France ou même de la plupart des économies européennes remonte à très très loin. Dans notre cas, essentiellement à l'époque du général de Gaulle. C'est quand un pays a besoin de se reconstruire, et Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, que la grosse différence, c'est besoin de reconstruction ou pas besoin de reconstruction. Et pour reconstruire quelque chose, on fait ce qu'on appelle les investissements productifs. Or, comme un investissement comme exemple, programme nucléaire, programme autoroutier, programme d'infrastructure. Il y a une différence entre les investissements productifs et des dépenses de fonctionnement. Le premier représente une dépense unique, alors on l'a fait en une seule fois, comme un ménage qui va acquérir un appartement. Il va s'endetter pour 150 000 euros une fois, il ne va pas acheter un appartement chaque année. Et ça, ces 150 000 euros, ensuite, pendant les 15 années à venir, il va les rembourser petit à petit, avec le résultat, c'est qu'au bout de 15 ans, il y a un actif, en l'occurrence un appartement, qui à la limite peut être loué. Donc on voit bien que ce type d'investissement a deux caractéristiques. La première, on ne le fait qu'une fois, et le second, c'est qu'une fois que la dette est remboursée, il reste quelque chose. Il reste un actif réel, dans notre exemple, un appartement. L'autre cas d'endettement, celui qui, pour un ménage, conduit à un surendettement absolument catastrophique et à des catastrophes humaines d'une ampleur inimaginable, c'est quand on s'endette pour des dépenses de fonctionnement. Puisqu'une dépense de fonctionnement ne se fait pas en une seule fois, elle se refait chaque année. Elle est même pire, puisque l'inflation, aussi faible soit-elle, va quand même augmenter le montant des dépenses de 1, 2, 3% chaque année, ce qui fait que la dette qui couvre cette partie des dépenses de fonctionnement va mécaniquement augmenter d'autant. Et quand, par miracle, la dette finirait par être résolue, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. C'est-à-dire payer ce que chaque responsable d'entreprise sait comme BABA, comme base de son business, s'endetter pour payer des frais de fonctionnement, c'est la plus sûre garantie pour aller à la faillite. Or, quand on regarde la dette de la France, et plus particulièrement au cours des 30 dernières années, on a réussi à financer, après la Deuxième Guerre mondiale, toute la reconstruction et les travaux d'infrastructure, pour finir en 1981 avec un endettement qui était 10% du PIB. Depuis 1981 à aujourd'hui, 2011, 30 ans, la dette a été multipliée par 16. Où sont les actifs circulant en France? Cherchons où sont les actifs qui représentent ces 1600 milliards de décisions qui se sont accumulées pendant 30 ans. Eh bien, on n'en trouvera pas. Cette croissance de la dette au cours des 30 dernières années, c'était pour l'essentiel financement des frais de fonctionnement. Et quand on dit les frais de fonctionnement, c'est la fonction publique, c'est le déficit de la sécurité sociale, c'est la retraite à 60 ans, c'est les 35 heures, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est l'ensemble de ces mesures-là qui ne pouvaient plus être financées par le budget de l'État et qui ont donc été financées par la dette. Donc on voit qu'entre une dette saine, qui est faite une fois et qu'en 7 ans, il y a un actif qui reste, il y a une autre dette qui représente aujourd'hui la majeure partie des 1600 milliards, qui est une dette malsaine qui ne laisse aucun actif en face, qui se reproduit chaque année et donc qui ne peut pas s'éteindre. Quels sont les moyens de réduire l'endettement? Pour en revenir à Marine Le Pen, un ménage n'en connaît que deux. Le premier, c'est gagner plus que ce qu'on dépense et utiliser la différence pour réduire l'endettement. C'est ce que vous ou moi aurions fait si nous voulions réduire notre endettement personnel. Le second, bien connu, on vend l'argenterie de famille. Ça, c'est on éteint la dette assez rapidement en un seul coup. On est surendetté, eh bien on va porter au
mont de piété, le tableau de la grand-mère, et avec le produit de la vente, on réduit la dette. Donc soit on cède des actifs qu'on a déjà, si on en a, soit on est condamné à gagner plus que ce qu'on dépense. Dans les deux cas, on réussit à réduire la dette. Pour les États, il y a ces mêmes deux cas. Le premier correspond à avoir un budget excédentaire, ce que nous n'avons plus depuis les années 70. C'est-à-dire, évidemment, si la dette a cru pendant 30 ans, c'est que sur toute cette période-là, il n'y avait pas eu un seul budget excédentaire. Le déficit devant être financé, mais il est financé par la dette. Donc le premier, il nous est interdit. On ne peut même pas rêver d'un budget équilibré. Avec un budget équilibré, on ne commence pas encore à rembourser la dette dans les 5 prochaines années. Le second, vendre l'argenterie ou les bijoux de famille. L'État en a sans doute quelques-uns. La Grèce a vendu aux Chinois la moitié du port de Pirée. Pour quelques milliards. Quand on est endetté pour 300 milliards, ça ne représente pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui réduit. Et l'État a enfin une troisième possibilité, qu'un particulier n'a pas, c'est qu'il peut créer de la monnaie. Ce qu'on appelle la monétarisation de la dette, en langage vulgaire, c'est la planche à billets, puisque un État, rien ne lui empêche. La dette de la France est 1600 milliards. Prenons un cas extrême. On autorise la Banque centrale. Aujourd'hui, c'est difficile à cause de l'euro. La France ne peut pas imprimer autant d'euros qu'elle le voudrait. Mais supposons qu'on sort de l'euro, on se retrouve avec la Banque de France qui a autorisé désormais d'acheter les obligations de l'État. Donc en fait financer la dette par l'impression de monnaie. Rien n'empêche, en théorie, c'est juste un besoin de papier et de temps d'imprimerie, d'imprimer 1600 milliards d'euros. Son équivalent dans c'est ce que font les Américains. C'est ce que fait personne au monde, pas plus les Américains que les Japonais. Je rappelle que les Japonais ont un endettement de 200% par rapport à leur PIB. Ce que les Américains et les Japonais ne font pas, vaut mieux l'expliquer par la négative, c'est d'avoir une loi de 73. C'est-à-dire les Japonais et les Américains n'ont pas interdit à leur banque centrale d'acheter directement. Le mot directement est important puisque ce qui est interdit à la Banque de France, en tout cas la loi de 73, c'est un financement direct. Les financements indirects, la Banque centrale européenne, qui a aujourd'hui la gestion de l'euro, n'a pas en théorie, il n'y a pas de loi européenne, donc il ne peut pas y avoir un équivalent d'une loi 73, mais il y a une aversion bien connue des Allemands pour avoir une inflation où il faut aller avec une brouette de billets pour acheter une baguette de pain. Donc les Allemands se méfient énormément des tentatives de financer des dettes par une impression de billets, mais la loi n'existe pas. La Banque centrale européenne intervient bien sur le marché secondaire. Elle n'est pas interdite d'acheter des obligations à des acteurs qui en ont déjà, mais ça, c'est pas une intervention directe. Une intervention directe, ça veut dire qu'un État met aux enchères une tranche de 100 milliards d'euros d'obligations et la Banque centrale se porte acquéreur de 100 milliards. Quelle est la contrepartie de ces 100 milliards qu'elle n'a pas, puisque la Banque centrale n'a aucun actif? Eh bien, elle fait marcher la planche à billets. Quand on sait que la masse monétaire de l'ensemble des pays de l'euro, ici je parle uniquement des billets et des monnaies, c'est l'agrégat qu'on appelle M0, mais pour donner une impression de l'ordre de grandeur, l'ensemble des billets en circulation dans la zone euro représente 500 milliards d'euros. C'est un montant qui est ridiculement petit. L'endettement de la France est 3 fois l'ensemble des billets en circulation dans la communauté européenne. Alors imaginons une banque d'un pays, non pas des 27, qui imprime d'un seul coup 1600 milliards d'euros. Bien entendu, il faut l'étaler sur une longue période. Donc ce que font les Japonais et les Américains, c'est que comme ce n'est pas interdit, ils n'ont pas de loi, leurs banques centrales interviennent pour l'essentiel sur le marché secondaire,
Ça, c'est une régulation des cours et des taux d'intérêt, donc c'est purement technique. Mais également, c'est vrai, sur le marché primaire. Prenons l'exemple le plus marquant, qui est le Japon. 200% d'endettement par rapport au PIB, c'est quand même quelque chose de catastrophique. Eh bien, la Banque de Japon n'intervient que pour 7% de cette dette. C'est-à-dire, quand on dit que les Japonais et les Américains le font, il faut voir qu'ils le font à des pourcents. Quant à la Fed, elle intervient pour des montants qui, avant Obama, étaient inférieurs à 10%. Donc, c'est pas vraiment symbolique, mais c'est pas quelque chose qui règle le problème de la dette. Et maintenant, avec l'administration Obama qui a fait exploser la dette américaine, elle peut aller jusqu'à 20%, selon des aspects techniques que nous n'avons pas le temps de développer ici. Donc, il ne faut pas dire, et c'est une absolue contre-vérité, qu'il existe aujourd'hui un pays au monde. Alors, il en a existé dans le passé, et je ne vais pas reprendre les exemples de la Yougoslavie, de Zimbabwe ou de la Roumanie, où l'impression de la monnaie finance l'endettement du pays. Bon. Il y a une cohérence alors chez Marine Le Pen. Mais il y a une cohérence puisque dans l'aspect de monétisation de la dette, on la retrouve à la gauche de Mélenchon. Parce que si on écoute les propositions des communistes de Mélenchon et même du parti anticapitaliste de Besancenot, on retrouve exactement cette proposition. La proposition consiste à dire, mais pourquoi on demanderait de l'argent au marché quand on peut imprimer les billets? Bien, ici, Marine Le Pen, comme dans la partie commerce extérieur qu'on a évoquée tout à l'heure, se retrouve exactement sur la même ligne, même plus à gauche que quelqu'un comme Mélenchon. On ne voit pas comment on pourrait qualifier une telle politique économique d'une politique de droite. C'est une politique d'extrême gauche. Sur le plan économique, l'ensemble des mesures qu'elle avait proposées et sur lesquelles elle propose de faire sa candidature, ce n'est même pas les positions économiques de la gauche, du type Parti socialiste, c'est les positions économiques d'extrême gauche. La monétisation de la dette en France, si on voulait l'appliquer comme une solution à tous les maux, impliquerait au moins 3 choses. Alors la première chose, il faut sortir de l'euro. On sait très bien que notre dette étant libellée en euros, en revenant au franc, le lendemain, il y a une dévaluation du franc pour des montants où les experts vont se disputer est-ce que ça a baissé de 20%, 30% ou 40%. En tout état de cause, la nouvelle monnaie ou l'ancienne, en revenant au franc, se trouverait dévaluée dans des proportions considérables, et on a un exemple historique qui a montré comment ça s'est passé, c'était l'Argentine en 2001. Donc on est certain que ça se produirait. Ce n'est pas seulement une hypothèse, ça se produirait. Pourquoi ça se produirait? Puisque les gens qui détiennent la dette aujourd'hui, au lendemain d'une telle décision, perdraient totalement la confiance dans la capacité du pays de les rembourser en autre chose que dans la monnaie de singe. Puisque une fois que vous dites à quelqu'un, bah écoutez, vous me prêtez de l'argent, votre argent qui a bien de la valeur, et moi ensuite derrière je vais imprimer du papier, des assignats, et je vais vous rembourser avec ces assignats, ils se demanderaient, mais quel est le taux de change entre ces futurs assignats? Ils en feront combien? 1000 milliards, 2000 milliards, on ne sait pas combien. Et puis la monnaie dans laquelle moi j'ai besoin d'être remboursé, qu'il s'agisse du dollar ou du yen. Donc la dévaluation aurait bien lieu. Avec la dévaluation, comme en Argentine, on a bien l'exemple historique, il y a immédiatement l'explosion des coûts de l'importation. Alors là, on lui donne au moins le crédit d'être cohérent, c'est que comme on supprime les importations, on ne voit pas avec quoi on va faire rouler les voitures et chauffer les maisons, mais en supprimant les importations, on supprime une partie de l'impact de la dévaluation. Ensuite, derrière, cet endettement de l'État, il faut bien que quelqu'un l'achète. Dans notre exemple, on est revenu au franc, donc on s'est coupé des investisseurs internationaux, il n'y a plus que des acteurs nationaux, des banques, ceux qu'on vilipende, la BNP, la Société Générale. On va leur dire, bien écoutez, on va imprimer du papier, on va vous le passer, et avec ça vous allez acheter des obligations de l'État. Ou alors on va supprimer complètement le système bancaire.
on retrouve à nouveau une référence des systèmes communistes. Dans les systèmes communistes, il n'existait pas de plusieurs banques, il n'y en avait qu'une. Et pour cause, on avait besoin juste d'imprimer de la monnaie. Cette monnaie n'avait aucune valeur, puisque en contrepartie, il faut pouvoir acheter quelque chose. Or, comme il n'y avait rien à acheter, les gens pouvaient être multimillionnaires et ne pas pouvoir s'acheter une voiture, par exemple. Alors, vous avez parlé de 3 points, on va les dérouler pour les 2 derniers points. 2 derniers points. Bon, bien entendu, le déficit. Si on veut résoudre le problème de l'endettement, et la monétarisation, si elle peut être appliquée sur une partie de la dette, bon, je ne suis pas un orthodoxe qui dirait les Allemands le sont davantage pour des raisons compréhensibles, mais faire comme les Japonais 7% de monétarisation, pourquoi pas. Le deuxième point, c'est le problème qu'une telle décision a sur les politiques publiques dans le domaine budgétaire. Quand vous avez le devoir, comme nos hommes politiques l'ont aujourd'hui, pour aller voir le marché et obtenir de lui les sommes qui sont nécessaires pour votre fonctionnement, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, la dette, elle paye nos dépenses de fonctionnement, elle paye nos fonctionnaires. Donc c'est un impératif vital. Sinon, comme la Grèce, on arrête de payer les gens demain. Donc, quand un homme politique est devant cet impératif qu'il n'aime pas, puisque c'est quand même quelque chose de désagréable. Il suffit d'écouter d'ailleurs Mélenchon ou Marine Le Pen qui ont exactement le même discours, à quel point ils n'aiment pas ce fait de devoir demander de l'argent qu'ils n'ont pas à un tiers. Quand cette contrainte disparaît virtuellement, ou au moins ils ont l'impression qu'elle a disparu, puisque maintenant il suffit de s'adresser à la Banque centrale qui est aux ordres, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire avec les politiques budgétaires? Est-ce qu'ils vont encore réduire les coûts? Est-ce qu'ils vont encore avoir une tendance à faire des budgets équilibrés quand il n'y a plus aucune sanction et que pour se faire élire, il suffit d'imprimer quelques francs ou quelques euros en plus? Ce problème est d'ailleurs bien plus pernicieux que le problème d'inflation sous-jacent à la monétarisation. C'est la disparition totale de contraintes pour les politiques. C'est pour ça que beaucoup de politiques, et surtout ceux qui ont une vision plutôt autoritaire de l'État, adorent une notion de dette monétarisée. La dette monétarisée, c'est la banque aux ordres qui m'imprime autant de billets dont j'ai besoin. Donc ça, c'est le deuxième point. Et très rapidement sur ce point, la loi de 73 n'a pas empêché l'endettement. Est-ce qu'elle ne l'a pas augmenté, au contraire, très rapidement? Ça c'est vrai, je ne pense pas que la loi de 73 ait eu un effet en fait quelconque. On pourrait parler d'un effet moral, même si le terme n'est pas très courant en politique, de dire nous ne souhaitons pas que la Banque centrale puisse imprimer autant d'argent que l'on veut pour laisser les mains libres à l'État de dépenser ce qu'il veut. Elle a peut-être eu cet effet-là. Mais manifestement, tant que les marchés extérieurs, ceux qui finançaient la dette et qui la financent encore aujourd'hui, se trouvaient à des taux d'endettement de 10%, 20%, 30%, ce n'était pas réellement une contrainte. Elle est venue en quelque sorte trop tôt. Elle n'a eu aucun impact positif, mais elle n'a pas eu d'impact négatif non plus. Je ne pense pas que la discussion sur la loi de 73 est un sujet important. Je ne pense pas que le fait que la Banque centrale puisse monétariser une partie de la dette raisonnable, 5 ou 7%, soit réellement un problème économique. Il y a réellement un problème quand la machine s'emballe. Quand ce n'est plus 5%, c'est 50, 70, 80%. Là, ça conduit à la fois des politiques budgétaires laxistes de l'État et ça conduit à une hyperinflation. Donc, troisième dernier point, c'est l'absence de perspective d'équilibre budgétaire qui est un pendant. On voit bien que tous ces sujets tournent autour de la dette. J'ai cherché avec attention dans les mesures annoncées par Marine Le Pen de mesures aptes à rendre un budget équilibré, non pas déficitaire.
eh bien, j'ai pas trouvé grand-chose. Ce que j'ai trouvé, le poste le plus important, il y avait une annonce de 30 milliards d'économies qui était censée être faite demain. C'est très facile à faire. Alors évidemment, si 30 milliards d'euros pouvaient être économisés sans douleur, et demain, on se demande comment tous nos derniers gouvernements ne l'aient pas vu. Dans le poste le plus important, si la mémoire me sert, c'était 15 milliards ou 17 milliards, c'était réduction de la fraude sur les prestations sociales. Bon, les rapports de ceux qui étudient les comptes de la sécurité sociale sont un ordre de grandeur, un facteur 10, en dessous de ce montant. On parle plutôt de 1 ou 2 milliards. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre 1 ou 2 milliards, on n'est pas vraiment à 15 milliards. Si ces 15 milliards n'existent pas réellement, dans le programme, il n'y a aucune mesure d'économie. Et d'ailleurs, tout ça est dans une grande cohérence. On ne voit pas pourquoi on mettrait une priorité à faire des économies budgétaires ou à gérer d'une manière sérieuse et rigoureuse le budget de l'État, si par ailleurs on propose d'avoir à sa botte une banque centrale qui va imprimer autant d'argent qu'il faut pour financer la dette que va pratiquer le gouvernement. Donc le tout se tient effectivement, mais l'ensemble de ces mesures que j'ai évoquées, depuis le commerce extérieur jusqu'à la politique budgétaire laxiste, on les a retrouvées dans le passé, on a des exemples, mais on les a retrouvées que dans les pays qui étaient autoritaires et avec une vision de l'économie essentiellement marxiste. Très bien. Alors pour conclure cette interview, j'aimerais avoir votre avis, Nicolas Stocker, sur... on a parlé du commerce extérieur, mais on n'a pas parlé des questions internationales. Pourtant, Marine Le Pen en a beaucoup parlé dans son discours, donc est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Je vais y venir à ces questions internationales. Juste un complément par rapport à ce que dit Thomas Vanissek. C'est vrai, le contrôle par les marchés, le contrôle par les acteurs économiques est essentiel pour éviter un certain nombre de dérives. Mais déjà, il faut un contrôle démocratique. Et un contrôle démocratique passe par la base de ce qui est censé être la démocratie, c'est-à-dire le consentement à l'impôt. Il n'y a pas de consentement à l'impôt. Aujourd'hui, tout est fait. Regardez le budget de la sécurité sociale, qui est à peu près l'équivalent aujourd'hui d'un budget national, budget des pouvoirs publics, en dehors de tout contrôle démocratique. De tout contrôle démocratique. Bon. Il faut revenir déjà à la démocratie. C'est aussi un moyen de contrôler l'État. J'apprends, je ne le savais pas, que le budget, ou plutôt la dette américaine avait explosé depuis 4 ans. Dites-vous, la gestion de Barack Obama. Ça m'explique, je comprends maintenant pourquoi Marine Le Pen a expliqué tout dernièrement qu'elle se situait à gauche du leader démocrate américain. Ça explique peut-être aussi le peu de succès de sa dernière tournée américaine. Je reviens sur les différents éléments de mon exposé précédent. Le peuple, l'État, la famille. Marine Le Pen nous parle de la famille et elle dit la famille est sacrée. En contravention, alors là justement, on l'a droit tout à l'heure avec le gaullisme, le peuple est sacré. Après, il faut trouver le moyen de son expression, mais certainement pas la famille. Un État statolâtre, une famille sacrée, nous sommes extrêmement loin du gaullisme revendiqué de Marine Le Pen, extrêmement loin. Il faut trouver les sources du discours et de l'inspiration du discours de Marine Le Pen, qu'il le trouvait plutôt, en effet, que de Londres et des résistants, plutôt du côté de Vichy. Ce n'est pas ça la bête immonde, il ne s'agit pas non plus de jeter l'opprobre, mais enfin voilà, il faut savoir d'où ça vient. Bon. Là, on a parlé de son ancrage politique, certainement pas à droite. Son ancrage gaulliste est pour le moins sujet à caution. Et ce qui est vrai au niveau national, social, l'est tout autant au niveau international. J'avoue que la dernière partie de son exposé m'a encore plus surpris que le reste. Pour quelqu'un qui se revendique du gaullisme, de la tradition française, parler comme elle l'a fait pendant 15 minutes, 20 minutes, de la France nation d'équilibre, m'a énormément surpris.
la France, nation d'équilibre, c'est quelque chose auquel a abouti malheureusement la situation française, du congrès de Vienne, on va dire à peu près, au mieux jusqu'à la guerre de Crimée, au pire jusqu'à la guerre de 14. C'est-à-dire, je le rappelle, à l'époque, ce congrès de Vienne a été fait au nom de la très sainte et indivisible Trinité, pour sauver la famille des Bourbons, qui était en effet une nation d'équilibre, où vous aviez, à côté de cela, un pouvoir dominant d'une Europe centrale, avec l'Autriche, avec l'Allemagne, avec la Russie. D'ailleurs, j'ai noté que si les États-Unis n'avaient pas toujours l'heure de plaire, et la politique étrangère américaine n'avait pas toujours l'heure de plaire à Marine Le Pen, par contre, la politique de l'ex-Union soviétique, la politique russe, telle qu'elle est assumée aujourd'hui par Poutine, avait l'air de l'intéresser beaucoup plus. On a parlé des services, je crois qu'elle a parlé des services secrets américains, on a peut-être oublié qu'il paraît-il encore une certaine influence d'un certain nombre de services secrets de l'ex-KGB aujourd'hui en France, entre autres pour aider le financement d'un certain nombre d'activités politiques anti-américaines. Écoutez, c'est vrai que De Gaulle avait parlé de cette, mais encore une fois c'est un détournement, de cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, dont d'intégrer en effet la Russie à cet ensemble européen. Elle a noté que la Turquie devait en être exclue, ce qui peut se comprendre, mais ça c'est pas parce qu'on exclut. Encore une fois, c'est un manque de responsabilité politique. Certes, il faut peut-être exclure la Turquie de l'Union européenne, mais faut-il en faire quelque chose de cet ex-empire ottoman C'est-à-dire il va bien falloir de toute façon une politique par rapport à la Turquie qui prenne en compte cet acteur régional majeur. Après, c'est ouvert, mais il faudra bien trouver, avec une puissance aussi importante, quand on voit ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la Méditerranée, avec ces régimes plutôt islamiques qui voient le jour, est-ce que la Turquie pourra éventuellement jouer un rôle de régulateur en Méditerranée? La question peut se poser. Si on veut, alors là pour le coup, que la France ne soit pas obligatoirement une nation d'équilibre, ça n'a rien à voir avec l'équilibre, mais en tout cas, dans le cadre de son universalisme, trouve à faire dialoguer les peuples et les nations, et éventuellement les empires, je pense que la France a un rôle à jouer. Il ne faut pas exclure la Turquie de l'Europe, certes, mais en tout cas, avoir avec cet État des relations diplomatiques riches, c'est une nécessité. On ne va pas faire autrement. Mais vous avez employé des termes forts, vous avez dit que ça vous avait choqué bien plus que le reste. Alors qu'est-ce qui est si choquant dans sa politique internationale, selon vous? Donc, là, on parlait de la Russie. En tant que gaulliste, j'avoue n'avoir pas spécialement apprécié les salves contre la France-Afrique. France-Afrique, pas France-Afrique à pognon. Il ne faut pas réduire les relations entre la France et l'Afrique à cela. Ce sont des relations extrêmement riches, les relations avec l'Afrique. Par contre, ressusciter la politique arabe de la France, pour justement reprendre la convention gaulliste, alors que la politique arabe de la France, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la politique arabe de la France? Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, en effet, il y a des relations avec un certain nombre d'États, plutôt islamiques, avec lesquels il va falloir cohabiter si on ne veut pas un choc de civilisation et un choc de religion. C'est absolument pas souhaitable. Il faudra cohabiter avec. Parler de politique arabe de la France, ressusciter ce qui a pu exister à une époque mais qui n'a plus guère de sens aujourd'hui, me semble encore être totalement décalé par rapport à la réalité présente. Voilà pour les relations internationales. Décalé. Voilà comment finalement je résumerai la position et le discours de samedi de Marine Le Pen. Donc oui, pour conclure... Décalé dans le temps. Et puis aussi probablement décalé par rapport aux grands enjeux majeurs du XXIe siècle. Les positions de Marine Le Pen, en tout cas, c'est maintenant une certitude, conduisent le RPF. Bon, on ne va pas jouer le suspense, on s'en doutait bien, mais en tout cas,
nous avons maintenant la confirmation et la justification du fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement pour la France eh bien, dit non à Marine Le Pen. Nous saurons, dans un avenir proche, contrairement, et d'ailleurs je le déplore, à un certain nombre d'amis politiques, la soutenir, que ce soit d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle, mais aussi, si les choses continuent comme ça au Front National, pour les élections législatives. Très bien. Messieurs, merci. Merci. Jean-Robin.